OK, alors, le temps s'écoule plus lentement sur la montre d'un objet qui se déplace. Plus l'objet va vite, plus le temps s'écoule lentement sur sa montre. Aussi, le temps s'écoule plus lentement sur la montre d'un objet qui est près d'un objet massif comme la Terre ou le Soleil, par exemple. Alors, un objet à la surface de la Terre, le temps sur la montre s'écoule plus lentement que si l'objet est en altitude plus haut. Ce qui fait que la montre sur laquelle le temps s'écoule le plus vite, c'est une montre qui est immobile et qui serait très, très loin de tout objet massif. Donc, on pourrait dire qu'il est à l'infini. Toutes les autres montres vont retarder par rapport à cette montre-là, immobile à l'infini. Alors, Einstein a formulé la règle qui régit le mouvement des objets, comme les planètes, par exemple, de la façon suivante. Il va dire la trajectoire d'un objet entre deux points de l'espace en un temps donné est celle qui, puis là, on va faire une petite modification ici. Moi, je vais dire minimise, non pas le temps écoulé ici, je vais barrer ça, le temps écoulé. Le temps écoulé sur, je vais barrer ça. On va dire plutôt qu'il minimise le retard de sa propre montre. Okay? Bon, Einstein va dire c'est ça la règle. Les objets, ce qu'ils veulent faire, l'équivalent de se déplacer en ligne droite, quand il n'y a pas de force qui est juste dessus, l'équivalent de l'inertie pour Einstein, c'est de dire l'objet, ce qu'il veut, c'est que le retard de sa propre montre soit le plus petit possible. On veut minimiser le retard. Donc, pour minimiser le retard, normalement, on voudrait avoir la vitesse la plus petite possible, parce que plus que la vitesse est élevée, plus le temps ralentit, et on voudrait être le plus loin possible d'un objet massif pour pas qu'il y ait le ralentissement du temps d'origine gravitationnelle. Bon, une fois qu'on a cette règle-là, on peut démontrer que ça nous donne les orbites elliptiques des planètes. Alors, on peut démontrer que cela correspond exactement aux orbites elliptiques calculées à l'aide de la théorie de Newton. Autrement dit, puis ça c'est important, l'idée de temps qui s'écoule plus lentement près d'un objet massif, de temps qui s'écoule plus lentement par un objet qui se déplace, c'est totalement équivalent à la théorie gravitationnelle de Newton. Donc, ça nous donne les mêmes résultats. Là où ça va changer, là où il y aura une différence, c'est quand on introduit la courbure de l'espace. On ne fera pas ça tout de suite. Moi, je veux juste vous montrer que l'idée qui est ici, qu'elle fonctionne. Donc, pour ça, je vais vous montrer un autre programme. Mon programme qui est ici, c'est la planète Mercure en orbite autour du Soleil. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai roulé le même programme qu'on avait vu précédemment avec la loi de la gravitation universelle de Newton. Donc, on voit Mercure qui fait le tour du Soleil en 88 jours. Alors, chaque point blanc représente la position de Mercure à un jour d'intervalle. Alors, on voit l'orbite elliptique avec le Soleil qui n'est pas au centre. Et j'ai aussi tracé une orbite circulaire. Okay? Donc, autrement dit, je veux juste comparer deux choses. Ça, c'est deux orbites qui seraient théoriquement possibles. L'orbite réelle de Mercure, c'est l'orbite qui est présentée ici avec les points blancs. Mais la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi est-ce que Mercure n'a pas une orbite circulaire comme celle que j'ai tracée en rouge ici? Ce que je peux faire dans mon programme, c'est regarder le retard qu'il y aurait sur la montre de Mercure si son orbite est circulaire versus si son orbite est elliptique. Nous, on veut minimiser le retard. Donc, si l'orbite est circulaire, OK, moi, plutôt que de cliquer 88 fois là, sur le cercle, intervalle de temps régulier, ce serait trop long. J'ai décidé de cliquer à tous les 11 jours. Donc, 88 jours pour faire le tour, à tous les 11 jours, il faudrait donc que je sépare mon cercle, je commence avec le cercle, en 8 parties égales. Alors, mon premier clic, je pars ici, mon premier clic serait ici. Et ce qui se calcule à droite, c'est le retard. Donc, portez pas attention aux valeurs pour l'instant, on va regarder le résultat à la fin. Donc, après 11 jours, Mercure serait là sur le cercle. Après 22 jours, on serait rendu ici, on aurait un quart de cercle de fait. Ensuite, on serait rendu là, après 33 jours. 44 jours, on est rendu de l'autre côté. 55 jours. 66 jours. 77 jours. Puis, je reviens au point de départ. Donc, vous voyez, je pars d'un point, je reviens au même point dans un même temps de 88 jours. Le 88 jours, il est mesuré par un observateur qui est loin, comme nous qui regardons ça d'ici, et immobile.
Le retard qui est calculé à l'aide des bonnes équations d'Einstein, c'est infime, c'est 0,32 secondes. Okay? C'est ça. Je veux dire, l'effet, il est infime, là. Donc, si Mercure avait une orbite circulaire autour du Soleil, le retard de sa montre serait de 0,32 secondes. Nous, on veut minimiser le retard. Donc, on va aller voir si la vraie orbite, l'elliptique, elle, nous donne un retard qui est plus petit que ça. Alors, je n'ai pas le choix de recommencer. Je roule le programme de nouveau. Et moi, je me suis aidé. Dans mon programme, fait voir que à tous les 11 jours, c'est un point bleu qui s'affiche. Alors, moi, je vais avoir besoin d'aller cliquer sur les points bleus pour mon orbite elliptique. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7, puis 8, je reviens au point de départ, donc ça se calcule tout seul. Alors, voici le retard. Vous voyez 0,30 secondes. Tantôt, on avait 0,32. Donc, on a un retard qui est plus petit, ce qui veut dire que notre orbite elliptique, elle est meilleure que l'orbite circulaire. En fait, je pourrais recommencer des essais et on verrait qu'il n'y a aucune orbite qui me donnerait un retard inférieur à ça. Donc, vraiment, la meilleure orbite, l'orbite réelle, c'est celle qui minimise le retard. Je peux juste vous montrer un dernier exemple. Je vais aller cliquer un peu n'importe où. Alors, si je demande à Mercure de faire une orbite elliptique, mais au lieu d'aller de l'autre côté ici, au lieu d'aller au-delà du cercle, je demande à l'orbite d'être plus petite ici. Okay, je pars là, donc je vais juste faire 8 clics au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e clic en fait automatiquement. Vous voyez le retard 0,43. Donc, je vais avoir un retard plus grand que 0,30 pour toutes les orbites que je vais essayer. Celle qui a le retard le plus petit, c'est la bonne orbite, l'orbite elliptique que l'on sait que Mercure a. Autrement dit, là, on vient d'une façon complètement différente d'expliquer les orbites elliptiques en disant, dans le fond, le Soleil courbe le temps dans son environnement. Le temps est plus courbé proche que loin. Et la planète, elle, ce qu'elle veut faire, c'est minimiser le retard de son horloge pendant son orbite. Et ça nous donne comme résultat l'orbite elliptique. Alors, c'est totalement équivalent à la théorie de Newton au niveau du résultat, mais l'idée est complètement différente. Alors, ce qu'Einstein a dit ensuite, ce qu'il s'est rendu compte, c'est OK, si le Soleil ou la Terre peut courber le temps autour d'eux et que le temps est lié à l'espace, dans ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est ce que lui dit sa théorie de relativité restreinte, à ce moment-là, ben, est-ce que ça se pourrait pas que l'espace soit aussi courbé par la présence d'une masse importante? Est-ce que ça se pourrait que la Terre courbe l'espace autour d'elle et que le Soleil aussi courbe l'espace autour de lui? Le Soleil étant plus massif que la Terre, la courbure de l'espace serait à ce moment-là plus grande. La courbure de l'espace va permettre à Einstein d'expliquer l'anomalie de l'orbite de Mercure. Voici pourquoi. J'ai ici une représentation de l'espace qui n'est pas courbée. Alors, j'ai représenté sur une feuille tout simplement le Soleil et l'orbite elliptique de Mercure. Donc ça, c'est l'orbite que Mercure aurait s'il n'y avait pas de courbure de l'espace. Or, on sait que Mercure a une orbite qui n'est jamais la même. Donc, il y a une rotation du périhélie de l'orbite. Alors, c'est facile d'obtenir une rotation du périhélie en courbant l'espace autour du Soleil. La façon de faire, ici, j'ai découpé. Alors, je replie comme ça, de sorte que je peux faire un petit chapeau avec le Soleil qui est à la pointe du petit chapeau, ici. Okay. Alors, vous voyez comme ça, c'est comme si le Soleil courbait l'espace qui est autour de lui. Au lieu d'être plat, vous avez un espace qui est courbé. Et regardez l'effet que ça a sur l'orbite de Mercure. Je vais vous le mettre dans le bon angle. Vous voyez ici, l'effet de courber l'espace fait que l'orbite ne referme plus parfaitement. Donc, Mercure va compléter son orbite et la deuxième orbite ne sera pas sur la même. Donc, vous allez avoir une rotation du périhélie. Juste de courber l'espace fait que l'orbite ne referme pas parfaitement et Einstein a pu calculer que le Soleil devrait courber l'espace de telle valeur et cette valeur-là vous permet d'expliquer exactement ce que vous observez dans le cas de Mercure. Donc, le premier problème est réglé avec la courbure de l'espace.
donc la courbure de l'espace, explique l'orbite de Mercure, le fait que ce n'est pas une orbite qui est fermée. Je pourrais ajouter l'orbite non fermée de Mercure. Ça serait peut-être plus précis. Le deuxième problème, si vous vous rappelez, c'est un problème en lien avec le fait que la gravité, selon Newton, voyage instantanément en 2 points. Donc, voyage plus vite que la lumière. Donc, dans le cas d'une catastrophe cosmique, vous arrêteriez de sentir l'attraction du Soleil avant de le voir disparaître, ce qui est problématique. Alors, ça se trouve être réglé, ça. Je vais vous montrer. Ici, on représente premièrement le Soleil et l'espace qui est courbé autour de lui. Donc, ce n'est pas une erreur de montrer ça comme ça. C'est vrai que le Soleil courbe l'espace autour de lui. Ce qui n'est pas correct, c'est d'attribuer à cette courbure de l'espace-là l'orbite de la Terre autour. L'orbite de la Terre est due à la courbure du temps par le Soleil et au fait que la Terre obéit à une règle de minimiser le retard de sa montre. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive si le Soleil disparaît maintenant? Bien, si le Soleil disparaît, il y a une onde qui apparaît dans l'espace. Cette onde-là, qu'on appelle une onde gravitationnelle, elle se propage à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'Einstein calcule à partir de ses théories. Alors, une fois que l'onde arrive à la position de la Terre, l'onde pousse sur la Terre et la fait dévier de sa trajectoire elliptique. Donc, la Terre poursuit son mouvement en ligne droite. Et l'onde gravitationnelle, vu qu'elle va à la même vitesse que la lumière, ça fait qu'on voit le Soleil disparaître en même temps qu'on arrête de sentir son attraction. Donc, on règle le problème de la catastrophe cosmique. Donc, on pourrait dire, si le Soleil disparaît, on a une onde gravitationnelle qui se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Bon, ça, c'est ce que dit la théorie. Ça a été long avant qu'on réussisse à mesurer ces ondes gravitationnelles-là. Les premières ondes gravitationnelles ont été mesurées aux États-Unis à l'aide d'un interféromètre. C'est un gigantesque appareil de mesure ultra sensible. Ça a été détecté en décembre 2015, la première onde gravitationnelle, et ça a valu le prix Nobel 2017 aux chercheurs qui ont détecté ça. Donc, cette prédiction-là, faite à partir de la théorie de la relativité générale d'Einstein, a été vérifiée 100 ans plus tard. La prédiction qui a rendu Einstein célèbre, ce n'est pas celle des ondes gravitationnelles, c'est celle de la déviation apparente d'étoiles lors d'une éclipse. Effectivement, en mai 1919, il y a une éclipse solaire qui a eu lieu et Einstein, avant que l'éclipse ait lieu, a remarqué que l'amas des Hyades serait directement derrière le Soleil pendant l'éclipse. Or, on pourrait penser que l'amas ne serait pas visible parce que le Soleil bloquerait la lumière venant de l'amas, sauf que quand on y pense, on sait qu'un faisceau lumineux qui passe près d'un objet massif va être dévié. On l'a vu à la surface de la Terre, le faisceau qui dévie vers la Terre. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça se pourrait que la lumière venant des Hyades soit déviée en passant près du Soleil et aboutisse à la Terre? C'est ce qu'on montre ici avec le rayon qui est courbé, comme ça, que l'on attribue à Newton parce que, comme on l'a dit, la gravitation newtonienne, c'est totalement équivalent à la courbure du temps. Donc, ici, c'est le rayon qui serait courbé à cause de la courbure du temps. Donc, ici, il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai donc 2 rayons parallèles initialement qui sont tracés, qui viennent tous 2 de la même étoile. Pourquoi est-ce que 2 rayons comme ça, parallèles, viennent du même objet? C'est que si on est très, très loin d'une étoile, ben, je pourrais imaginer qu'autour de l'étoile, il y a des sphères centrées sur l'étoile qu'on appelle des fronts d'onde. Et ces fronts d'onde-là s'éloignent de l'étoile. En 2 dimensions, l'analogie, ce serait celle d'un caillou que vous laissez tomber dans de l'eau. Alors, le caillou qui tombe dans l'eau crée des fronts d'onde qui s'éloignent de l'endroit où le caillou est tombé. Alors, je pourrais dessiner différents fronts d'onde. Moi, je vais dessiner des fronts d'onde dans une seule direction parce que je m'intéresse à ce qui se passe vers la droite, mais il faut imaginer que les fronts d'onde sont
des cercles complets ou des sphères, si on considère la 3 dimensions. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on est très, très loin de l'étoile, okay, si on est très, très loin, bien, les fronts d'onde vont être pratiquement parallèles les uns aux autres, à grande distance. Or, ce qu'on appelle un rayon lumineux en science, c'est pas quelque chose qui existe pour vrai. Les rayons lumineux sont une autre façon de parler des fronts d'onde. En fait, par définition, un rayon lumineux, c'est perpendiculaire en tout point au front d'onde. Donc, vous avez des angles droits entre les rayons lumineux et les fronts d'onde. Donc, ce qu'on peut réaliser, c'est que si à grande distance, les fronts d'onde sont parallèles, ça implique qu'à grande distance, vous avez des rayons lumineux parallèles qui viennent d'un objet lointain. Alors, vous voyez ici deux rayons parallèles. Ces deux rayons-là viennent de l'étoile qui est ici, qui fait partie des Hyades. Il y a d'autres rayons. Par exemple, vous en auriez un troisième rayon qui pourrait être ici. En fait, il y en a une infinité. Un troisième rayon qui part parallèle et qui ne dévie pas assez pour aboutir sur la Terre. Donc, ce rayon-là passe au-dessus de la Terre, de sorte qu'on ne le voit pas si on est sur la Terre. Si effectivement la lumière est déviée à cause de la courbure du temps, qui est équivalente à la gravité newtonienne, à ce moment-là, on devrait voir l'étoile non pas derrière le Soleil, mais dans cette direction-là. Donc, on devrait avoir l'impression que l'étoile, elle est ici. Et on mesurerait alors un angle entre le Soleil et l'étoile, qui est l'angle ici, angle qu'on pourrait appeler l'élongation de l'étoile. Donc ça, c'est la position apparente de l'étoile que l'on devrait mesurer s'il y a uniquement la courbure du temps qui existe, ou la gravité newtonienne. Or, on vient de le voir, Einstein nous dit qu'il n'y a pas juste le temps qui est courbé par la présence d'une masse, il y a aussi l'espace. Alors, si l'espace est courbé, on l'a vu dans le cas de Mercure, je me fais un petit chapeau comme ça avec l'espace. J'ai le Soleil qui est au centre, le Soleil courbe l'espace comme ça. Et ça, c'est une représentation de ce qu'on a dans les notes. Alors, ce que vous remarquez, c'est bon, la Terre qui est là, le Soleil au milieu. Vous avez les Hyades, ou l'étoile qui nous intéresse derrière le Soleil ici, le rayon newtonien qui est là. Et là, on va avoir un rayon einsteinien. C'est le rayon que j'ai tracé qui n'atteint pas la Terre initialement. Alors, ce rayon-là, si l'espace est courbé, il va atteindre la Terre. Alors, vous voyez ici, donc, regardez de côté, vous voyez mon espace qui est courbe et j'ai un rayon qui est tracé dessus. Alors, le rayon que j'ai tracé, c'est le rayon du dessus, celui-là ici. Et vous remarquez que ce rayon-là, si j'aligne les affaires comme il faut, je ne suis plus aligné ici, le rayon finit par aboutir au rayon E que j'associe à Einstein. Alors, finalement, c'est ce rayon E-là qui va aboutir à la Terre si l'espace est courbé. Or, ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'angle que fait ce rayon-là, ici, avec le Soleil, il se trouve à être plus grand. En fait, il se trouve à être 2 fois plus grand que l'angle que fait le rayon de Newton avec le Soleil. Et si j'enlève la courbure de l'espace et que je superpose, vous pourrez voir que c'est à peu près 2 fois. Marqué ici, vous avez le petit angle qui est là, ça c'est le rayon de Newton. C'est à peu près la moitié de l'angle qui est plus grand ici, qui est le rayon d'Einstein. Alors, c'est la prédiction qu'Einstein a faite. Je pourrais faire un dessin ici. Donc, mon rayon d'Einstein, premièrement, je vais enlever ce que j'ai dessiné pour pas qu'il y ait trop de choses en même temps. Je vais enlever ça ici. Mon rayon d'Einstein, il ressemble à peu près à ça. Donc, selon Einstein, c'est-à-dire en incluant la courbure de l'espace, ce que j'obtiens, c'est un angle qui est 2 fois plus grand que l'angle prédit à l'aide de la théorie de Newton ou de la courbure du temps seulement. Donc, en fait, l'angle prédit par Einstein, c'est 1,75 secondes d'arc. Okay? Donc, c'est un angle qui est très, très petit. On se rappelle, une seconde d'arc, c'est 1 degré divisé par 3600. Okay? Peu importe la valeur exacte.
Alors que l'angle prédit par la théorie de Newton, ce serait la moitié de ça. Ce serait 0,85, donc un peu moins que la moitié. Alors, c'est ça, c'est qu'en réalité, vous avez le Soleil qui est comme ça, qui est caché par la Lune. C'est important que le Soleil soit caché par la Lune, sinon le Soleil vous aveugle et vous ne voyez rien de ce qui est autour. Alors, l'angle où là, tout d'un coup, vous êtes capable de voir l'étoile, en réalité, l'étoile, elle est directement en arrière ici, mais vous la voyez comme ça, à un certain angle du centre du Soleil, qui est soit 1,75 ou 0,85. Alors, la prédiction est faite par Einstein et il y a 2 expéditions qui vont partir, menées par l'astrophysicien Eddington, qui est un astrophysicien très reconnu, qui est un Anglais. Et puis, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que Eddington, étant un Anglais, Einstein, un Allemand, la Première Guerre mondiale vient de se terminer en 1918, là, on est en 1919. Alors, le fait qu'un Anglais confirme la prédiction d'un Allemand, c'est assez bien vu en sciences. Donc, on dit, OK, c'est une réconciliation entre scientifiques d'origine, de nationalités différentes. Alors, effectivement, les 2 expéditions vont mesurer un angle de autour de 1,6 secondes d'arc. Alors, on est pas mal plus proche de la prédiction d'Einstein que de celle de Newton. Alors, c'est considéré comme une confirmation de l'hypothèse d'Einstein selon laquelle le temps et l'espace sont courbés par un objet massif. Donc, Einstein devient une célébrité instantanément suite à cette confirmation expérimentale-là. Alors, on pourrait résumer ceci en disant que la prédiction faite par Einstein, si on veut la décrire en mots, on pourrait dire c'est la déviation de la position apparente d'étoiles. Il n'y en a pas juste une. Nous autres, on a parlé d'une seule étoile. On parle des étoiles des Hyades lors d'une éclipse solaire. Alors, ça, c'est la confirmation faite par Eddington. Les 2 équipes menées par Eddington vont confirmer la prédiction d'Einstein. Si on veut résumer la théorie d'Einstein en une seule phrase, on peut dire ceci. Selon la théorie de la relativité générale, la matière dit à l'espace-temps comment courber. Alors, on a vu ça. On a vu que la Terre ou le Soleil, n'importe quel objet massif, courbe le temps autour, donc distorsionne l'écoulement du temps. C'est une façon de dire la même chose que courber le temps, mais courbe aussi l'espace. Okay, donc, on va les 2 ensemble, on va dire courbe l'espace-temps, l'espace et le temps. Alors, l'espace-temps est courbe, puis ensuite, une fois que cet espace-temps-là, courbe, est connu, on a une règle qui détermine quel va être le mouvement d'un objet dans l'espace-temps courbe. C'est l'équivalent de dire va en ligne droite dans l'espace-temps courbe. Tantôt, on disait un objet va prendre la trajectoire qui minimise le retard de son horloge. Alors ça, c'est la règle qui dit comment l'objet se déplace dans un environnement où le temps est courbé. Ben, de la même façon, l'objet va essayer d'aller en ligne droite dans un environnement où l'espace est courbé. Alors, si on combine tout ça, on va dire la matière dit à l'espace-temps comment courber et l'espace-temps, lui, qui maintenant est courbe, va dire à la matière comment bouger. Donc, c'est une façon assez élégante de résumer la théorie.